Salut à tous, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous revenons encore dans le monde des Patronus avec ce nouvel épisode. La dernière fois, je vous ai fait Sirius, Bellatrix, Amos Diggory et Barty Croupton Senior. Là, on va passer avec 4 autres personnages qui ne sont que Molly Weasley, Cornelius Fudge, Cédric Diggory et Narcissa Malfoy. Voilà. Alors, pour le premier personnage, j'ai longuement hésité parce que, certainement à cause d'un parti pris, qui fait que je n'arrivais pas à me décider totalement. Donc j'ai dû y mettre 2 animaux. Et pour Cédric Diggory, j'ai mis, premièrement, cet animal. Bu. Je suis sûre que vous êtes en train de vous dire, mais pourquoi tu as mis un castor ? Normalement, Cédric Diggory, dans le roman, il est décrit d'apparence assez pas négligeable, quoi. Mais là, je comprends pas. Et bien, le castor, c'est simple. Parce qu'en fait, le castor, il a un mode de vie. Bon, c'est un rongeur. Il a un mode de vie. Il vit en groupe. Et en général, cette groupe, c'est une fratrie. C'est-à-dire que c'est sa famille. Mais ce qui m'a beaucoup fait penser à Cédric Diggory pour le castor, c'est le fait qu'il est travailleur. C'est une valeur de la maison Poufsouffle, le travail acharné. Il est très protecteur envers son clan. Et s'il y a bien une chose qui a été Cédric Diggory, c'est protecteur. Juste avant de mourir, quand il est dans le cimetière et que Peter Pettigrew arrive avec son barda dans les bras et que Voldemort lui dit tue-le. Mais il aurait très bien pu prendre la poudre des scampettes, mais non. Comme lui disait Harry d'ailleurs. Harry lui disait « fuis ». Mais non, il est resté. Après, ce qui m'a beaucoup parlé avec cet animal, c'est le fait aussi que le côté fratrie, le côté famille. Et c'est vrai que s'il y a bien une chose que Cédric Diggory a en lui, c'est la notion de famille chez lui, mais dans sa maison. Et ça, c'est un peu ça qui m'a fait également penser beaucoup au castor. Parce que quand il est sélectionné pour le tournoi des 3 sorciers, certes, il pense à sa gloire personnelle, mais je suis persuadée qu'au fond, il est content parce qu'il est à Poufsouffle et qu'il va pouvoir, entre guillemets, redorer le blason de cette maison qui est tant décriée. Et ce sera un peu son baroud d'honneur, un petit peu. Ce sera un peu son chemin de croix. Voilà. Et le castor, comment dirait-on ? C'est vrai que quand on le voit, on se dit « Oh, il n'est pas top cet animal ». Mais il a une sacrée persévérance. Est-ce qu'il fait des barrages, cet animal, avec son petit clan, machin, dans les rivières, et ils peuvent se faire détruire, ils peuvent se faire à moitié submerger, et il n'abandonne pas, il recommence, encore et toujours. Voilà. Le deuxième animal que je lui ai choisi, c'est celui-ci. Et là, ça devrait être pas de marron. Le dauphin. Le dauphin, pour une seule, 2-3 idées, parce que le dauphin est réputé pour sa loyauté. Et il a une prestance, ce que Cédric Diggory a. Il a de la prestance, il a un regard un petit peu... il est fair-play, il est amical. Et le dauphin est également quelqu'un qui aime beaucoup les compétitions. En général, quand on voit des dauphins, comment dirais-je, dans la poupe d'un bateau, ou rien qu'à faire des bonds, ce n'est pas que pour faire des bonds. C'est en général pour se jauger.
c'est pour... bon, certes, ce sont des animaux qui sont très joueurs également, donc ça peut être aussi un jeu entre eux. Mais en général, c'est quand même des animaux qui sont assez compétitifs les uns avec les autres, ce qui peut rappeler le côté compétitif de Cédric Diggory sur de nombreux aspects avec Harry, sur le Quidditch, le tournoi des 3 sorciers, et même sur le point de vue amoureux, ils ont quand même pas de bol. Donc il y a ce côté-là, et le côté loyal et fair-play. Parce que, bon, à part s'il y a un requin dans les environs, parce que oui, je suis sûre que vous vous dites, oh bah s'il y a un requin, c'est le dauphin qui prend la poudre des spampettes. Eh ben non. Si un requin attaque un dauphin, bon, il y en aura peut-être un de mort, mais si le banc se réunit, ça fait un peu penser au côté de Poufsouffle qui s'est rangé derrière Cédric par rapport à la candidature surprise de Harry. Et bien si tout le banc se met sur le requin, en général, ce qu'ils font, c'est qu'ils s'attaquent aux branchies du requin et c'est simple, ils lui anéantissent les branchies et le requin il est mort. Il a beau avoir une mâchoire impressionnante, et souvent, soit il l'attaque en faisant en plus des chocs à ses branchies, ce qui fait que ça va énormément les endommager. Et un requin, on sait très bien comment il respire. Il respire en avançant dans l'eau. Un requin ne recule jamais. Et c'est la vérité. Donc, d'une façon ou d'une autre, malgré cette confrontation, le requin va mourir. Il a beau être le prédateur au-dessus de la chaîne alimentaire, ben il a sa faiblesse, et c'est ça, ses branchies. Voilà pourquoi j'ai mis ces deux animaux à Cédric Diggory. Alors peut-être qu'il y aurait d'autres choses à dire sur Cédric Diggory, ou même sur d'autres personnages, je les passe assez rapidement, mais plus tard j'en ferai leurs analyses. Voilà. Le prochain personnage, c'est un personnage que on adore tous, même si parfois elle peut sembler étouffante, mais en même temps, c'est un étouffement d'amour, ce n'est pas un étouffement de peur. Donc, on le lui pardonne. Molly Weasley, c'est la mère par excellence, avec ses enfants, mais pas que. Et je lui ai mis 7 animaux. Un ours. Alors, je vais être très précise. Quand je parle de l'ours, je ne parle pas du mâle. Je parle de la femelle. Parce que oui, pour moi, Molly Weasley est une ours. Par rapport à... Certes, donc les ours sont des animaux qui vivent en général de façon solitaire. Sauf la mère quand elle s'apprête à avoir des petits. Et c'est la mère la plus poule qui puisse exister. Et s'il y a bien une mère poule dans le monde de Harry Potter, ben c'est bien Molly. Avec ses enfants, surtout sa fille qu'elle a attendue X et X années, mais malgré tout, elle fait pareil avec ses fils. Et des fois, c'est vrai qu'elle peut en devenir intrusive si, selon elle, ils ne suivent pas la voie qu'elle s'était tracée pour eux. On l'a vu avec ses jumeaux. Je pense que Molly Weasley ambitionne qu'un jour, pas fait que tous ses enfants travaillent au ministère. Mais les jumeaux en ont décidé autrement. Et finalement, ils ont bien eu raison. C'est vrai que ça aurait été bien dommage qu'ils écoutent leur mère, pour le coup. Et la mère ours, c'est vrai que dans la nature, elle est très mère poule, très mère protectrice envers ses oursons. Elle veille sur eux comme du lait dans une casserole. Elle fait vraiment tout pour eux. Et s'il y a bien une chose qu'il ne faut jamais faire dans la nature, ne touchez jamais un ourson. Parce que, attention, je peux vous garantir que la mère ours, elle n'ira pas dans la dentelle. Et si vous avez vu les belles pattes de cet animal, il y a des très belles griffes. Et la mâchoire est belle aussi. Alors s'il y a une chose qu'il ne faut surtout jamais faire, c'est de toucher un ourson. Vous le voyez, vous en allez. Parce que la mère ours, en général, elle n'est pas loin.
comme Molly Weasley. C'est un peu... c'est une mère qui est très surveillée, qui surveille ses petits. Et ça peut faire penser à la fameuse horloge qu'il y a dans le terrier et qui peut être déplacée du terrier, que Molly n'arrête pas, surtout pendant les périodes de trouble, de regarder pour être sûr que sa famille soit en sûreté. Parce que c'est vrai que Molly, certes, la première guerre, elle n'y a pas tellement participé, mais elle a quand même eu 2 pertes non négligeables dans sa famille, qui sont ses 2 frères. Et donc, c'est sûr que par la suite, c'est vrai que en plus, si c'est ses enfants et son mari, elle est vraiment assez nerveuse et anxieuse de ce qui pourrait se passer, surtout que son mari et certains de ses enfants sont très actifs dans l'ordre, donc en ligne de mire. Et l'un de ses fils est le mari, et l'ami d'Harry Potter, donc forcément. Mais ce qui est magnifique avec cette femme, c'est que, comme la mère ours, elle a un cœur encore assez grand pour accueillir quelqu'un qui n'est pas de son sang et le chérir, entre guillemets, comme si c'était le sien. Et toutes on va dire, ce qu'on appelle les pièces rapportées, dirait-on, de ses enfants, sauf une qu'elle a eu beaucoup de mal à accepter au début, qui est Fleur de la Cour pour son fils Bill. Mais les choses ont fait qu'elle s'était trompée. Ça peut arriver à tout le monde, on est humain. Hein. Elle voyait plutôt la beauté de Fleur de la Cour, mais Fleur de la Cour, c'est vrai qu'elle se cache beaucoup derrière cette beauté. Et c'est vrai qu'elle peut paraître parfois assez revêche et un peu piquante. Mais c'est vrai que si on creuse un peu, c'est plutôt une jeune fille qui est timide, qui est déjà dans un pays qui n'est pas le sien, donc ça ne doit pas être évident non plus, et elle aime Bill. Pas par son physique, loin de là, elle l'aime. Et elle le prouvera quand celui-ci se fera défigurer par Greyback. Et qu'elle remettra d'ailleurs dans ses buts Molly. Et de ce jour-là, elle y gagnera son respect. C'est quand même beau. Elle a assez de cœur pour accueillir un Harry dans cette famille. Elle lui envoie des cadeaux pour Noël, comme à ses enfants. Elle l'accueille pour les vacances. Ils font beaucoup de choses pour le protéger aussi. C'est Arthur qui lui parlera de Sirius Black dans le film. C'est eux qui viennent le chercher. Alors dans le livre, c'est ils viennent chercher chez les Dursley, donc Harry pour la Coupe du Monde, mais dans le film, on voit bien, il y est déjà au terrier. Donc on ne voit pas cette scène, c'est dommage. Mais en gros, il ne le laisse pas tomber. Et la mère ours, il se trouve que si elle a de quoi nourrir ses petits déjà existants, entendons-nous bien, mais si elle trouve dans la nature un ourson qui n'a pas de mère, parce que de toute façon, s'il y avait une mère, elle la verrait, et qu'elle a assez de subsistance rien que pour ses propres petits, elle l'adoptera, ce petit qui n'est pas le sien, et elle le considérera comme le sien. Elle ne fera aucune différence. Et s'il y a bien une chose que l'on peut dire à Molly, c'est que, bon, certes, des fois avec Harry, il y a des choses, je trouve que des fois elle fait des différences avec ses enfants. Au niveau des pulls, notamment. Si je dis pas de bêtises, ses filles sont des pulls de couleur unie, mais je crois que Harry, elle lui fait des petites choses en plus. Elle met dessus un dragon, ou elle va mettre des vifs d'or, ou des choses comme ça. Donc c'est vrai que ça, on pourrait dire, pourquoi elle fait pas pareil pour ses enfants? Après, est-ce que c'est pas plutôt une marque d'affection supplémentaire, sachant comment il est traité chez les Dursley? Et je pense que c'est ça. Parce que les enfants Weasley, certes, ils sont pauvres, mais ils sont aimés. Harry, c'est pas le cas. Donc, je pense que c'est pour ça. Voilà. Le prochain personnage, alors, je vais vous prévenir tout de suite, je l'aime pas du tout. Mais j'ai fait quelque chose d'assez constructif et d'assez construit pour lui. Pour Cornelius Fudge.
Voilà, vous avez le décor. Et Cornelius Fudge, je lui ai choisi cet animal. Un bouc. Je lui ai choisi le bouc tout simplement parce que c'est un animal qui vit en groupe, qui aime bien faire du raffut autour de lui, et c'est aussi il vit donc avec des femelles généralement, et pour prendre son importance, parce que c'est vrai, il a un rôle de protection vis-à-vis des femelles, mais surtout il aime bien se pavaner avec les femelles, en faisant voilà que c'est moi que voilà, pour exercer son influence sur le troupeau. Et Fudge, en fait, il m'a fait penser à ça sur le côté têtu, parce que les boucs, c'est quand même assez têtu, et le côté qu'il se pavane, pas de la même façon, ce serait pas vraiment ce terme-là qu'il faudrait employer, mais il veut exercer son influence en général sur la Gazette du Sorcier pour faire transmettre de lui une image d'un homme compétent alors qu'il est loin de l'être. Dans les débuts, ça c'est plutôt décrit dans les films, dans les livres, pardon. C'est quand il va être nommé, il va beaucoup demander de conseils à Dumbledore, qui est un homme d'expérience et qui lui a la tête de l'emploi, mais qui rebute le pouvoir parce qu'il sait très bien, Dumbledore, quel effet le pouvoir aurait sur lui. Voilà. On voit Fudge la première fois dans le deuxième tome et film, quand il vient chercher donc Hagrid pour l'emmener à Azkaban à cause de l'ouverture de la chambre des secrets, et vu les antécédents de Hagrid, donc certainement pour se couvrir, pas pour le fait d'enfermer Hagrid, mais parce qu'il ne peut pas ne rien faire, malgré que Dumbledore lui dit ce n'est pas Hagrid. Voilà. Après, on va le réapercevoir dans le troisième tome, au chaudron baveur, qui attend donc Harry, suite au gonflage involontaire de sa tante Marge à Privet Drive. Il l'attend là, parce que l'évasion de Sirius Black entraîne des mesures de protection. Là-dessus, il ne va pas lésiner. Ça, c'est vrai. Il va vraiment employer tous les moyens nécessaires pour retrouver Sirius, le faire recapturer, etc. Après, donc, ça c'est tout précisé dans les livres. Quand ils vont aller donc à la gare pour l'année d'école, il va prêter des voitures du ministère à Arthur Weasley pour être sûr que Harry arrive sans encombre à Poudlard. Et après, ils vont déployer les fameux détraqueurs à Poudlard pendant cette fameuse année. Mais Dumbledore les renverra à cause de ce qui s'est passé avec Harry. Parce que, certes, Dumbledore n'aime pas les détraqueurs, mais bon, il va tolérer cette présence, parce qu'il va vraiment la tolérer. Mais dès le moment où ces créatures vont faire ne serait-ce qu'une once de mal à ses élèves, il les vire. Là, on va voir le plus Cornelius Fudge, c'est par la suite, donc dans le tome 4 et dans le tome surtout 5. Mais déjà, le tome 4, il est quand même déjà beaucoup présent à l'inauguration de la Coupe du Monde, déjà. Et quand Harry sera le candidat surprise de ce tournoi, le tournoi des 3 sorciers, et des articles très outrageux vis-à-vis de Harry dans la Gazette du Sorcier, écrit par Rita Skeeter. Et c'est vrai que le ministre, il est très attentif à ce qui est écrit dans les journaux. Il a même tendance à se servir de ça pour des prétextes, pour certaines choses. Mais il le croit certainement aussi. Parce que il est en train de se demander, est-ce que ce garçon est si innocent, ou est-ce que ce n'est pas juste un intrigant qui cherche à attirer encore et toujours l'attention sur lui, malgré son air d'innocence. Et là, c'est là que va commencer la cassure avec Harry, par rapport à Cornelius. Et ce qui va aggraver la situation, c'est la cassure avec Dumbledore.
parce que celle-ci va avoir lieu déjà premièrement lors de la, comment dirais-je, de la pseudo-disparition de Barty Croupton senior. Dans le film, on le voit, le corps de Barty Croupton. Mais dans les livres, ça ne se passe pas comme ça du tout. Dans les livres, il y a une conversation entre Victor Krum et Harry qui discutent de choses et d'autres, de Hermione en l'occurrence, et ils tombent sur Barty qui paraît complètement déboussolé et il va demander donc Harry à Krum de rester avec lui le temps qu'il aille chercher Dumbledore pour lui dire bah voilà, qu'est-ce qui se passe. Et quand il va revenir au pas de course avec Dumbledore, eh ben, ils vont trouver Krum inconscient et pas de Barty Croupton. Et Igor Karkaroff va en rajouter sa petite dose de sel, dirait-on, en pensant que Harry a piégé Krum pour l'éliminer du tournoi. Ces choses-là. On va comprendre tout ce qui va se passer par le biais du Veritaserum avec Barty Croupton Junior. Et c'est là qu'on va avoir la différence entre les livres et les films de la mort de Barty Croupton. On voit la scène dans le film, mais dans le livre, ça ne se passe pas comme ça. En réalité, c'est Barty Croupton Junior qui a assommé Krum, et il va tuer son père, et pour pas qu'on trouve de corps, il le métamorphose en un os qu'il va enterrer dans le parc de Poudlard. Donc, ils ne peuvent pas savoir que Barty Croupton senior est mort avant le Veritaserum. Mais il va quand même y avoir des confrontations pendant ce tournoi avec Fudge, et la goutte d'eau va être telle à la fin, quand Harry va revenir avec le cadavre de Cédric, et Fudge, ce qui l'embête le plus, c'est pas que Cédric Diggory soit mort, pas du tout, c'est l'embarras que lui cause la présence de ce corps, pour son image. D'ailleurs, on l'a bien dans le film, il y a beaucoup trop de monde, c'est ce qu'il va dire, il faut cacher le corps. Il ne voudra d'ailleurs pas qu'il y ait de funérailles dans Poudlard pour Cédric Diggory. Et surtout, il ne veut pas que la vérité soit sur les circonstances de cette mort, c'est-à-dire le retour de Voldemort, les mange-morts qui sont présents dans le cimetière, parce que dans le livre, Harry va le lui nommer, mais il va tout balayer d'un revers de main, en disant c'est des bêtises, ce sont des mensonges, ce garçon est atteint mentalement, etc. C'est un menteur. Et Dumbledore va soutenir Harry, parce qu'il le croit, et il va même donner des suggestions à Fudge sur les choses qu'il faut faire en priorité si Voldemort est de retour, c'est-à-dire retirer les détraqueurs de Azkaban et envoyer des émissaires aux géants. Et ça, il va renvoyer ça, Fudge, parce qu'il trouve cela absurde, parce que Cornelius Fudge est certes un sorcier qui peut paraître sympathique, mais il est loin de l'être. Il a aussi certains a priori sur la pureté du sang. C'est d'ailleurs pour ça qu'il s'entend très bien avec Lucius Malfoy. Il n'est pas un fanatique ou un mange-mort, etc. Mais il a quand même ces priori-là, ces a priori. Et c'est là qu'on va voir après, donc par la suite, la malice de cet homme pour garder son pouvoir, parce qu'il en devient assoiffé. Il va passer donc l'été à calomnier Harry, à calomnier Dumbledore, à lui enlever, surtout à Dumbledore, des récompenses qu'il a pu avoir, ou des charges qu'il a, comme au Magène Magot, etc. Il va faire en sorte de réduire l'influence de Dumbledore, le faire passer pour un fou. Et c'est vrai que la présence de Dolores Ombrage va être... Alors, moi, j'ai un petit avis là-dessus. Je pense que Dumbledore n'a pas fait beaucoup d'efforts pour trouver un professeur de défense contre les forces du mal. Je pense qu'il voulait qu'il y ait une présence du ministériel dans Poudlard pour montrer à Harry à quoi pourrait ressembler
le règne, entre guillemets, de Voldemort, même si des gens sont au ministère, certains peuvent être des vrais tyrans. Et s'il y a bien un tyran dans l'école, c'est Dolores Umbridge. Et elle la joue donc dans l'ombre de Cornelius Fudge, parce que c'est lui qui pilote un peu tout ça. Et lui, il passe pour la figure sympathique, qui passe donc pour quelqu'un de rigide, mais en même temps sympathique, devant la presse, etc. Il ne veut pas montrer ce qu'il est en réalité. Et quand il va donc découvrir le retour de Voldemort, il va en être « Oh, il est de retour !» alors que ça fait 1 an qu'on te le dit. Mais il faut, sur certains points, j'aime beaucoup le personnage d'Hermione, mais sur certaines choses, elle a ce petit avis, c'est qu'il faut des fois qu'elle ait les choses devant les yeux pour qu'elle y croie. Et ça, c'est un peu un point commun qu'ils ont tous les deux, sauf qu'à la différence de Cornelius Fudge, c'est qu'elle a une foi telle en Harry que même si des fois elle va douter de lui, elle sera toujours derrière lui. Et c'est une amie d'une loyauté sans borne. Mais c'est vrai que des fois, elle peut être un peu étroite d'esprit, mais pour des raisons totalement différentes. Elle, c'est le savoir, la raison, etc. Cornelius, c'est la peur. C'est la peur qui le gouverne. Il ne veut pas, parce qu'il ne... tout ce qui s'est passé, etc. Et puis, il a certainement peur, vu le pouvoir qu'il a, de le perdre aussi. Et donc pour lui, pour son pouvoir, qui est la plus grande menace, pour lui, c'est pas Voldemort, c'est Dumbledore. Il oublie un peu vite à qui il demandait des conseils, qu'il l'a entre guillemets un peu fait. Il y a beaucoup de choses qui peuvent... Voilà. Le prochain personnage, alors, certes, elle n'est pas sympathique, mais tout personnage mérite qu'on en parle. C'est pas parce que... Voilà. Et pour Narcissa Malfoy, je lui ai attribué ce Patronus. Une panthère noire. Je lui ai mis la panthère noire pour des raisons un petit peu... bon, certes, déjà par le physique de cet animal, qui est assez... peut être imposant, mais malgré sa corpulence, est toujours gracieuse. C'est un félin. Les félins, niveau grâce, on ne peut pas faire mieux quand même. Mais c'est la symbolique de la panthère noire qui m'a beaucoup parlé avec Narcissa. Sur un seul point. Le symbole de la panthère noire, en général, c'est la gardienne. Quelqu'un de gardien. Et s'il y a bien un gardien dans la famille des Malfoy, c'est elle, au niveau de l'amour qu'elle a pour son fils. Quand son mari sera emprisonné à Azkaban, au début, donc à la fin du 5 et au début du 6, elle va vraiment faire tout ce qui sera dans son pouvoir de mère pour protéger son fils, le garder en sûreté, avec le serment inviolable, avec tout ce qu'elle pourra essayer de faire pour lui. Elle veut le protéger, et d'ailleurs des fois même elle aura des mots avec sa sœur sur la façon dont celle-ci va s'adresser à son fils, en lui disant « mais comment oses-tu parler à mon fils ?» Elle est vraiment protectrice. C'est un peu avec Dumbledore, parce que oui, Dumbledore, malgré que Drago soit un serpentard, avant que celui-ci ne soit tué, il va faire en sorte que Drago garde, entre guillemets, son innocence. Et s'il y a bien une autre personne qui le fait, c'est elle. Mais pas pour les mêmes raisons. Pas pour les mêmes raisons. Parce que certes, je ne vais pas vous dire que Drago est quelqu'un de recommandable. Loin de là. Ni Narcissa. Mais c'est une mère. Et si on peut faire un rapprochement avec l'histoire de Harry, alors certes, elle déteste Harry.
Elle le déteste. Elle d'ailleurs, elle n'hésitera pas, parce que là c'est dans le livre, dans la boutique de Madame Guipure. Encore et toujours. Ben oui, c'est là qu'il a rencontré Drago. Et ben, allez, ce n'est pas dans les escaliers de Poudlard, comme le montre le film, pas du tout. Elle va lui mettre au visage une critique par rapport à Sirius. Elle n'a pas hésité, elle déteste ce gamin, donc elle voit que les intérêts de sa famille et de son fils. Côté gardienne aussi, par rapport à Harry, si Harry a été entouré de beaucoup de monde, mais ce qu'il leur a protégé, bon certes il y a Dumbledore, mais ce qui l'a protégé tout le long de cette histoire, c'est quand même l'amour de différentes mères. La sienne, avec ce fameux sortilège, Molly. Et s'il y a bien une autre mère, certes, qui ne l'a pas fait par amour pour lui, elle l'a fait par amour pour son fils, et je suis intimement persuadée que s'il lui avait répondu que Drago est mort, est-ce qu'elle aurait fait ce qu'elle a fait? Je ne sais pas, je ne pense pas, mais bon. Mais c'est quand même une autre mère qui va finir, entre guillemets, cette protection. Mais pas pour les mêmes raisons. On est d'accord. Après, la panthère noire, c'est un animal qui est un animal solitaire. Bon, Narcissa n'est pas quelqu'un de solitaire. C'est un animal également qui passe son temps, il a beaucoup de caractéristiques du chat domestique, c'est-à-dire c'est un animal qui passe son temps à se laver, à dormir, etc. parce que c'est un animal nocturne, la panthère noire. Mais la symbolique en plus de la gardienne, c'est que la panthère noire a une obscurité en elle et que malgré cela, elle arrive à lutter contre cette obscurité pour faire ressurgir la lumière. Et ça peut faire penser au fait du mensonge de Narcissa, qui certes n'est pas désintéressé, mais c'est ce mensonge qui va permettre donc de cacher la survivance de Harry et qui va combattre et enfin anéantir l'obscurité pour que la lumière repointe le bout de son nez. Et c'est ces petites choses qui m'ont fait penser à Narcissa du point de vue de la panthère noire. Voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu, que mes choix de Patronus vous ont plu également. Si ce n'est pas le cas, dites-le moi, je serais vraiment curieuse de le savoir. Et si par hasard vous aviez pensé à autre chose, dites-le moi aussi parce que ça m'intéresse tout simplement. Et je vous dis à bientôt et pour un prochain épisode de Patronus. La vidéo qui viendra par la suite, ce sera une créature magique comme avant, j'alterne. Voilà. À bientôt et surtout, si cette vidéo vous a plu, pensez bien à activer la cloche, le petit like qui fait toujours plaisir et à vous abonner. À bientôt. Salut!